Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 10 octobre 2020 pour le 208e rapport de situation sur le Donbass, un rapport qui sera aussi sur le Haut-Karabakh comme la semaine dernière, puisque le conflit se poursuit là-bas malgré l'accord de cessez-le-feu conclu hier en Russie. Sur le plan militaire, dans le Donbass, du 3 au 9 octobre 2020, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en RPD à 15 reprises, donc un petit peu moins que la semaine passée, durant lesquelles elle a tiré 22 munitions, donc là aussi en baisse, dont 3 obus de mortier de 82 mm et 2 missiles anti-chars. Il n'y a pas eu de violation du cessez-le-feu durant les dernières 24 heures, mais les pertes hors combat côté ukrainien se poursuivent. Cette semaine, ils ont eu 3 morts et 5 blessés. Et puisqu'on parle des violations tant des accords de Minsk que des mesures additionnelles de contrôle du cessez-le-feu, l'armée ukrainienne continue de déployer des armes lourdes près de la ligne de front, mais aussi près d'habitations ou d'infrastructures civiles un peu plus loin de la ligne que ce que prévoient les accords de Minsk. Les services de renseignement de l'RPD ont détecté le déploiement de 8 pièces d'armement lourd près de la ligne de front côté ukrainien, donc c'est quand même 5 fois moins que la semaine dernière. On a dans le détail un mortier de 120 mm, 4 véhicules de transport de troupes blindés type BTR, 2 automitrailleuses type BRDM et un véhicule blindé. Mais en plus de toutes ces pièces détectées près de la ligne de front, les services de renseignement de la RPD ont été avertis que 3 systèmes Strela 10 ont été installés dans une zone résidentielle à Mariupol. Et quand je dis zone résidentielle, c'est-à-dire qu'ils ont installé le machin dans le jardin des gens. Voilà. Donc même si ça ne viole pas directement les accords de Minsk, ceci est une violation de la Convention de Genève. Les armes n'ont rien à faire dans le jardin des gens. Voilà. C'est les mettre en danger, hein, parce que s'ils tirent depuis là, je vous raconte pas quoi. En ce qui concerne la situation politique accord de Minsk, on a eu plusieurs déclarations d'officiels ukrainiens qui éclairent sur l'avenir ou le non-avenir de ces accords, hein, puisqu'on a eu d'abord Andrei Yermak, le chef de cabinet de Zelensky, qui a ouvert le bal en déclarant que les décisions prises lors des discussions au sein du groupe de contact trilatéral sont purement politiques et n'ont pas un caractère obligatoire pour l'Ukraine. Hein. Il a décrit ça comme étant une plateforme de consultation. Ce qui est du délire, c'est une plateforme de négociation. Hein, voilà. Hein, il a dit que c'était pas une représentation de l'État et donc que les décisions prises par le groupe de contact n'ont pas un caractère obligatoire pour l'État ukrainien. Il a dit aussi que donc dans le cadre des négociations, les parties ne font qu'élaborer des décisions qui doivent ensuite être mises en œuvre par les organes légaux et politiques du pays, ce qui est pas faux, mais c'est un non-sens total, parce que, comme je dis, le groupe de contact trilatéral, c'est une plateforme de négociation entre les deux parties du conflit, c'est-à-dire l'Ukraine, l'RPD et l'RPL. Donc bien sûr que c'est obligatoire pour l'Ukraine de respecter les décisions qui ont été prises lors du groupe de contact. Parce que si tu le fais pas, en fait ça sert à rien de négocier. Voilà, on n'est pas juste là pour consulter en mode oui, on voudrait que. Non, 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 c'est une plateforme de négociation pour régler le conflit de manière pacifique et politique. Donc, c'est pas une plateforme de consultation. Hein. C'est obligatoire pour l'Ukraine de respecter les décisions qui sont prises. Enfin, s'ils espèrent appliquer les accords de Minsk. Parce que sans ça, effectivement, on n'y arrivera jamais. Hein. Voilà. Et puis alors 2 jours après cette déclaration-là, c'est Zelensky qui nous en a sorti une bonne aussi, puisqu'il a admis qu'il mentait sur le fait de promettre de mettre fin à la guerre dans le Donbass. Alors c'est soi-disant pour éviter de démoraliser les Ukrainiens. Bon, en vrai, c'est pour continuer d'obtenir leur vote, en fait. Hein, voilà. Il a dit, je cite, « Je n'ai pas de réponse honnête, par exemple, sur le fait que le 31 décembre 2021, je mettrai définitivement fin à la guerre et que nous récupérerons nos territoires. » Il a dit, il, sous-entendu les Ukrainiens, ne veulent pas entendre le président dire qu'il n'est pas sûr, qu'il ne sait pas, qu'il hésite. Donc il y a des choses, quand on donne une réponse, et dans ce cas je le fais parfois, donc de mentir, hein, mais c'est pour soutenir les gens qui me posent cette question. Ouais. Alors quand je vous disais hein, que quand il promettait qu'il allait appliquer les accords de Minsk et mettre fin à la guerre, c'était de la flûte. Bah c'est bien, il vous le dit vous-même, lui-même, hein, voilà. Ensuite il a insisté sur le fait qu'il veut négocier qu'avec la Russie et pas avec les RPD et les RPL. J'ai pas besoin de vous expliquer qu'avec un modus operandi comme celui-là, la mise en œuvre des accords de Minsk, c'est pas prêt d'avancer. Hein, voilà, je dis ça comme ça.
Alors je vais parler d'un petit truc qui change de la guerre, du coronavirus, etc. etc. Je vais parler archéologie, brièvement. Puisque le musée des traditions locales de Donetsk a découvert lors d'une expédition des restes d'objets quotidiens de tribus nomades, datant semble-t-il du début du Moyen-Âge, entre le 8e et le 9e siècle, près du village de Velika Shishkova, donc c'est dans la région de Charkiorsk. Les fouilles ont été menées d'août à septembre, sur un site qui semble avoir été le campement de printemps-été de peuples nomades à la charnière des 8e et 9e siècles, probablement des proto-bulgares. Lors des fouilles archéologiques, de nombreux fragments d'amphores fabriqués en Crimée et à Taman ont été trouvés, ainsi que des cruches et des fragments d'objets en céramique qui servaient à conserver la nourriture. Je vais vous montrer une petite photo. Les résultats de cette fouille sont tellement bons qu'ils prévoient de faire d'autres fouilles archéologiques dans cette zone pour mener une étude plus approfondie sur cette zone qui est très très intéressante, qui fait partie d'une énorme zone de recherche archéologique qui s'étend entre la RPD, la RPL et la Russie, justement sur cette période-là qui semble être assez riche, où il y a pas mal d'objets qui ont été trouvés, donc ça promet d'autres fouilles intéressantes. J'espère qu'ils vont mettre tout ça dans le musée assez rapidement, parce que je trouverais ça assez intéressant de pouvoir voir une exposition sur ces objets. Et on va reparler coronavirus brièvement, puisque en RPD, on en est désormais à 4470 cas, donc 700 de plus que la semaine passée, on est en augmentation, dont 281 morts, 61 de plus, et 2235 guéris, soit 90 de plus. En RPL, on en est à 1178 cas, soit 153 de plus que la semaine passée, 48 morts, 11 de plus, et 854 guéris, soit 67 de plus. Et alors en Ukraine, eh ben, on continue la catastrophe, puisqu'ils en sont à 256 266 cas, soit 33 944 de plus que la semaine passée, dont 4 887 morts, soit 534 de plus. L'Ukraine continue de battre des anti-records, ça y est, ils ont dépassé la barre des 5000 nouveaux cas journaliers, et là ils en sont déjà à 21 000 des 37 000 lits hospitaliers du pays dédiés à l'accueil des patients atteints de coronavirus qui sont déjà occupés. Résultat, le ministre ukrainien de la Santé a annoncé que Kiev se prépare déjà à ouvrir des hôpitaux temporaires pour accueillir les patients atteints de Covid-19, car les hôpitaux se remplissent rapidement. Il a d'ailleurs déclaré que la situation de l'Ukraine actuellement est semblable à celle de l'Espagne ou de l'Italie au printemps, en disant que là, le système de santé risque de se retrouver submergé par le nombre de patients. Il a appelé d'ailleurs les Ukrainiens à se responsabiliser, à respecter les mesures de protection contre le coronavirus pour ralentir la propagation du virus et éviter de surcharger les hôpitaux et les médecins. Il a aussi admis que malgré cette situation désastreuse, l'Ukraine ne peut pas imposer des mesures de quarantaine drastiques car son économie n'y survivrait tout simplement pas, dixit le ministre. Hein. Voilà, je vous dis, voilà, c'est pas moi qui l'ai inventé, je vous mettrai le lien vers l'article, vous pourrez aller lire la citation, c'est édifiant et c'est malheureusement conforme à ce que je vous disais. Si on regarde l'évolution générale de la situation en Ukraine, eh bien, l'ancien député, mais aussi ancien associé de Poroshenko, David Jvania, a accusé son ancien associé Porky d'avoir fourni des armes aux militants syriens, pour ne pas dire terroristes syriens, en 2014-2016, y compris des bombes au phosphore qui sont interdites. L'ex-parlementaire a promis de fournir les preuves dans une déclaration, un témoignage qui sera soumise au Bureau national d'enquête. Il a souligné en plus que Poroshenko vendait ses armes au moment où l'armée ukrainienne connaissait une pénurie d'armes dans le Donbass et où l'Ukraine passait son temps à quémander à ses partenaires n'importe quel type d'armes pour compenser le déficit chronique de l'armée. Et il a dit qu'en plus, pour dissimuler les traces de ce trafic, Poroshenko a ordonné l'incendie d'un dépôt de munitions à Kalinovka en 2017. Ceux de mes auditeurs qui me suivent depuis cette époque-là se souviendront que j'ai effectivement fait un article sur cet incendie où j'avais clairement émis l'hypothèse que cet incendie était lié à un trafic d'armes et que le but de l'incendie était de cacher l'étendue de la perte de munitions qui aurait dû se trouver dans l'entrepôt et qui avait été revendue sous le manteau. Eh bien, les accusations de M. Jvania semblent confirmer cette hypothèse que j'avais émise à l'époque.
Il a d'ailleurs déclaré que dans l'oblast de Vinnytsia, juste avant cette explosion et l'incendie, les exercices antiterroristes qui avaient eu lieu dans le même arsenal faisaient en fait partie intégrante de l'opération de diversion, de distraction pour pouvoir mener cet incendie. Je rappelle quand même que plus de 30 000 personnes avaient dû être évacuées des villages environnants et que 2 personnes avaient été blessées quand même. Ça n'avait pas été un petit incendie anodin. Il a aussi déclaré qu'il a l'intention de transférer les informations sur les crimes de l'ancien gouvernement aux organismes chargés de l'application de la loi et pas seulement les organismes ukrainiens. Jvania a aussi déclaré que Poroshenko et Turchinov ont organisé une série d'enlèvements de participants, de manifestants de l'Euromaïdan en 2013-2014 pour enflammer l'humeur protestataire des Ukrainiens, ce qui confirme là aussi d'autres enquêtes de différents journalistes ou personnalités politiques qui ont enquêté un petit peu sur tout ça. Donc c'est quand même assez intéressant, je pense qu'il n'a pas fini de nous faire des déclarations assez fracassantes, le père Jvania. Je pense qu'on va découvrir encore de belles horreurs. D'ailleurs, concernant Turchinov, je vous encourage à aller lire l'article que j'ai traduit de Vassili Prozorov sur le petit portrait politique de Turchinov avec 2-3 petites informations intéressantes, le tout étayé par des documents internes, entre autres des services secrets ukrainiens, où travaillait Prozorov. Donc allez lire l'article, je pense que ça va quand même pas mal vous éclairer sur qui est le personnage. Ukraine toujours, a eu lieu aujourd'hui une manifestation dont la raison est plus qu'intéressante. Alors je vais vous montrer le screenshot de l'événement sur Facebook. Donc cette manifestation qui est organisée par des soldats ou anciens soldats ukrainiens ayant combattu dans le Donbass vise, je cite, à réclamer les terres que ces derniers et les familles des soldats morts n'ont jamais reçues malgré les promesses de Kiev. Donc je vous traduis l'intitulé de l'événement sur Facebook. C'est « J'appelle chaque soldat ou proche des soldats morts qui n'ont pas reçu de terre, qui est nourri par les services publics, à se rendre au rassemblement du 10 octobre et à exiger des autorités leur droit à la terre. » Alors pour ceux qui suivent le conflit depuis le début, ça devrait vous rappeler quelque chose. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi depuis 2014, il faut savoir que certains des néo-nazis ukrainiens et certains combattants type les cyborgs qui ont combattu donc, à l'aéroport de Donetsk, quand ils ont été capturés par la milice populaire de la RPD, ont avoué quand même face caméra qu'on leur avait promis des terres et des esclaves. Non, je vous jure, c'est pas une blague. S'ils venaient combattre dans le Donbass, qu'en gros ils allaient pouvoir piquer les terres des gens qu'ils avaient massacrés ou chassés. Bon, je rappelle qu'à l'époque, les médias occidentaux ont bien sûr dit que c'était de la propagande russe, tout ça. La preuve que non, puisque vous voyez vous-même cette manifestation, ils réclament les terres qui avaient été promises aux soldats. C'est quand même bizarre. Donc j'aimerais bien savoir où sont les terres qui étaient promises aux soldats. Est-ce que c'était des terres qui étaient promises dans le Donbass? Mais c'est quand même assez intéressant comme manifestation. Ukraine toujours, et bien de son côté, le SBU continue d'essayer de censurer Frontact et Odnoklassniki, puisque je rappelle que l'Ukraine a totalement bloqué les réseaux sociaux russes. Donc là, le SBU a publié sur sa chaîne Telegram un message disant qu'ils ont demandé à Apple et à Google, donc c'est-à-dire les sociétés qui gèrent les iPhones, iPad et donc tous les téléphones ou tablettes sur Android, de censurer les applications dans le pays, mais ils ont dit aussi au ministère des Affaires étrangères ukrainien de demander à leurs collègues étrangers, c'est-à-dire en fait les ambassades étrangères présentes en Ukraine, de fermer leur page contact. Voilà. Et à part ça, l'Ukraine post-Maïdan, elle est super démocratique. Je crois que là, on atteint quasiment le niveau de la Chine, là, quand même. Là, faut peut-être pas exagérer, quoi, les mecs. Voilà. Et alors, je vais vous reparler du Haut-Karabakh, puisque dans le Haut-Karabakh, les bombardements contre Stepanakert, qui est donc la capitale de la République d'Artsakh, se poursuivent. L'armée azerbaïdjanaise continue les tirs, malgré le cessez-le-feu qui a été convenu hier à Moscou entre les ministres des Affaires étrangères arméniens et azerbaïdjanais. Un cessez-le-feu obtenu après que plusieurs journalistes aient été blessés lors du bombardement de l'église principale de la ville de Chouchi, donc qui est la deuxième ville la plus importante de la République d'Artsakh. Le 4 octobre, il y a eu une vidéo prouvant que l'Azerbaïdjan bombardait Stepanakert avec des bombes à sous-munitions a été publiée. Je vais vous la passer maintenant. Alors, âme sensible, zappez à peu près 1 minute 25.
C'est le temps que dure cette vidéo, donc voilà, si vous avez peur de ne pas pouvoir supporter parce que c'est assez terrifiant, voilà, zappez à partir de maintenant. Donc c'est une vidéo qui a été faite par une dashcam qui se trouvait dans une voiture qui était stationnée là dans les rues de Stepanakert. Je vous la passe tout de suite. Donc suite à ces bombardements assez intensifs du 4 octobre, le conflit s'était un petit peu calmé vers le 5 octobre grâce au mauvais temps tout simplement qui empêchait les drones et avions de l'Azerbaïdjan de voler. Mais dès le lendemain, les bombardements aériens contre la capitale ont repris ainsi que les tirs de lance-roquettes multiples, surtout des Smerch. Donc je rappelle, ce sont des lance-roquettes multiples d'un calibre de 300 mm, c'est énorme. Suite à tous ces bombardements, à peu près 40% des habitants de Stepanakert ont quitté la ville. C'était la meilleure chose à faire, hein, parce que là c'est vraiment un coup à y rester. Le 6 octobre, l'Arménie annonçait que Bakou avait lancé une grande offensive dans le sud, près de la frontière avec l'Iran. Alors il y en a qui me disent que, dans les commentaires sous certains de mes articles, que j'ai pris parti pour l'une ou l'autre. Non, je suis comme la Russie, je suis neutre dans cette histoire. Mais j'appelle un chat un chat. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'Azerbaïdjan ne joue pas franc jeu dans cette histoire. L'Azerbaïdjan passe son temps à mentir dans ce conflit. Ils ont à plusieurs reprises essayé de faire croire à des bombardements d'infrastructures civiles avec des roquettes prétendument non explosées. Sauf que, comme vous pouvez le voir sur cette photo, soit il manque un trou d'arrivée dans le plafond, hein, parce que là on comprend pas bien comment la roquette elle est arrivée dans cette position-là, sans un trou dans la même direction. Soit le trou dans l'asphalte est trop propre pour être vrai, hein, comme là, ils avaient dit que l'Arménie avait bombardé une centrale électrique. Bon, vous voyez que le trou est quand même vachement propre. Je vais vous montrer un trou fait par une roquette qui s'est plantée dans le sol côté Haut-Karabakh. Vous voyez que le trou il est pas propre quand même, hein. Il y a de l'asphalte morcelé un petit peu partout. Ce qui est normal, donc ça sent la mise en scène côté Azerbaïdjan. Ensuite, donc, ils ont prétendu que l'Arménie avait bombardé une zone proche de l'oléoduc Bakou, Tbilissi, Ceyran avec des bombes à sous-munitions. Sauf que sur les photos qu'ils ont montrées, les sous-munitions ont été identifiées comme étant des sous-munitions israéliennes, entre autres des M095 DPICM, chose d'ailleurs confirmée par Amnesty International, hein, qu'on ne peut pas vraiment qualifié de pro l'un ou pro l'autre dans cette histoire. Je rappelle que dans ce conflit, seul l'Azerbaïdjan est armé par Israël, donc c'est impossible que ces sous-munitions viennent d'Arménie. Donc ça tombe à l'eau là aussi. Ils ont aussi dit avoir abattu un drone kamikaze arménien qui s'est avéré être azerbaïdjanais lui aussi. Ils donnent toujours aucun chiffre de leurs pertes parmi les soldats côté Azerbaïdjan, alors que l'Arménie et le Haut-Karabakh communiquent régulièrement leurs pertes tant chez les civils que chez les soldats. Et alors, ils pratiquent en Azerbaïdjan une censure massive des réseaux sociaux comme Facebook, YouTube et WhatsApp depuis le début du conflit. Comme on peut le voir donc là sur ce graphique du trafic YouTube venant d'Azerbaïdjan, vous voyez que depuis le début du conflit, il est quasiment tombé à zéro. Alors, bon, les gens en Azerbaïdjan ne sont pas débiles. Donc là, les applications qui sont les plus téléchargées en Azerbaïdjan depuis le début du conflit, c'est les VPN. Voilà.
c'est les applications qui permettent en fait de contourner la censure officielle. Donc, vous voyez un petit peu le truc. L'autre point sur lequel l'Azerbaïdjan ment, eh bien, c'est l'implication de l'armée turque dans le conflit, hein, puisque Bakou passe son temps à nier que la Turquie soit impliquée. Sauf que, on a un journaliste du New York Times, qui est d'ailleurs un ancien de Bellingcat, donc on peut pas vraiment dire qu'il soit non plus anti-OTAN, hein, voilà. Ce charmant monsieur a prouvé, photo satellite à l'appui, je vais vous la montrer, que 2 F-16 se trouvaient à l'aéroport de Ganja, le même depuis lequel le F-16 qui aurait abattu un Sukhoi 25 arménien serait parti. Hein. Donc l'Arménie, je vous le rappelle, avait déclaré que un de ces Sukhoi avait été abattu par un F-16 turc qui serait parti de l'aéroport de Ganja. Or, je rappelle, l'Azerbaïdjan n'ayant pas de F-16, il y a toutes les chances pour que ce soit des avions turcs pilotés par des soldats turcs. Donc, ça commence quand même un peu à sentir le pâté pour les dénégations de Bakou. L'autre preuve de l'implication turque a été donnée en fait par un morceau de bombe trouvé dans l'église principale de Chouchi, après qu'une vidéo montrant des soldats du Haut-Karabakh qui étaient venus prier dans cette église avant d'aller au combat a été publiée. L'église a été bombardée une première fois, des journalistes se sont rendus en masse sur place avec des voitures marquées clairement presse pour aller filmer les dégâts. Le journaliste d'Ana News a d'ailleurs signalé qu'un drone survolait la zone pendant qu'ils étaient en train de filmer, pendant qu'ils étaient sur place. Et alors que des journalistes se trouvaient toujours là-bas, l'église a été bombardée une deuxième fois. 3 journalistes ont été blessés, 3 journalistes russes. Yuri Kotenok a été le plus grièvement touché. Il est entre la vie et la mort. Il a été opéré à Stepanakert par les meilleurs chirurgiens. Pour l'instant, il n'a pas encore pu être évacué vers la Russie parce que son état ne le permet pas. Il a été placé en coma artificiel. Les 2 autres journalistes ont été transportés à Erevan, puis vers la Russie par avion spécial. Plusieurs journalistes sont revenus alors filmer sur place les nouveaux dégâts, entre autres Alexandre Kotz et ceux d'Ana News, qui ont trouvé un morceau de bombe que je vais vous montrer maintenant et qui porte un joli numéro de série de l'OTAN. Or, l'Azerbaïdjan dispose d'armes russes, pareil pour l'Arménie. Il n'y a que la Turquie qui aurait pu fournir cette jolie bombe aérienne dans ce conflit. Donc si on met bout à bout cette petite bombe made in OTAN larguée par avion et la présence de F-16 certainement turc à Ganja, ça fait un petit peu trop pour continuer à croire les dénégations de l'Azerbaïdjan sur l'implication de la Turquie dans le conflit. Hein, ça a un petit peu de mal à passer la couleuvre là. Et donc, comme je le disais hier, des négociations ont été menées à Moscou. Un cessez-le-feu a été conclu. Il devait débuter aujourd'hui à midi, heure locale. Et malheureusement, il n'est pas respecté. L'Arménie a dénoncé des bombardements continus de Stepanakert, entre autres, confirmés par les journalistes russes qui sont présents sur place. Ce qui veut dire que le bilan humain va continuer à s'alourdir. On en est aujourd'hui pour les civils, rien que pour les civils, hein, à 31 Azerbaïdjanais et 22 Arméniens tués et 164 Azerbaïdjanais et 95 Arméniens blessés, plus 5 journalistes étrangers, je rappelle, 2 journalistes français du journal Le Monde, plus les 3 journalistes russes qui ont été blessés cette semaine. Donc, c'est pas bon du tout. On voit clairement que la Turquie pousse l'Azerbaïdjan à la guerre, continue de jeter de l'huile sur le feu, et ça, c'est très très mauvais. Surtout que pendant ce temps-là, au Kyrgyzstan, la situation se dégrade avec une nouvelle tentative de coup d'État, que les tentatives en Biélorussie se poursuivent pour essayer de semer le souk là-bas, les pressions suite à l'affaire Navalny qui devient de plus en plus grotesque, puisque la police des frontières russes a démenti l'information selon laquelle l'équipe de Navalny aurait emmené les fameuses bouteilles soi-disant contaminées au Novichok avec eux vers l'Allemagne, puisqu'en fait les rayons X, donc ils ont publié les photos au rayon X des bagages de l'équipe, montrent que ils n'avaient aucun contenant de plus de 100 ml dans leur bagage. Et que par contre, la mère Pevchik, vous savez, la nana super louche là, ouais, elle a acheté une bouteille de la même marque que les bouteilles qui ont été emportées par l'équipe de Navalny dans l'hôtel, une fois passé le contrôle de sécurité à l'aéroport, dans le duty free. Oui, donc rien à voir. Voilà.
Donc c'est un énorme fake cette affaire. La Russie n'a toujours obtenu aucune information claire. L'OIAC est en train de se ridiculiser de manière ultime. Ils ont publié un rapport disant que... Alors ils ont trouvé des biomarqueurs qui ressemblent à ceux des molécules qui appartiendraient au groupe du Novichok, mais qui sont pas interdites par l'annexe de la Convention sur l'interdiction des armes chimiques. Donc c'est n'importe quoi. Voilà. C'est de la merde. Des biomarqueurs. C'est quoi ces biomarqueurs? C'est-à-dire, en gros, des indices d'autres marqueurs biologiques, type taux de sucre, taux d'électrolyte, etc., qui correspondraient à ça. Mais ça veut rien dire. Ça, c'est... Donc, ils ont trouvé aucune trace du poison en lui-même. D'accord ? Et ils nous font de l'enfumage pour essayer de dire que oui, mais quand même, ça ressemble à... Bon, en vrai, Navalny a donné une interview dans laquelle il décrit les symptômes qu'il a eu dans l'avion, et qui correspondent plus à une overdose d'insuline qu'un empoisonnement au Novichok. Ça commence à faire très bizarre cette affaire, hein. Moi je vous le dis. Donc il faut que j'analyse un petit peu tout ça un peu plus en détail, mais voilà en gros les grandes lignes des derniers éléments que moi j'ai vu passer qui montrent que tout ça est une énorme fumisterie, mais t'as des États européens qui veulent quand même imposer des sanctions à la Russie sur base de l'empoisonnement imaginaire de Navalny, basé sur tout cet énorme amas de fake. Voilà, donc voilà, c'est quand même magnifique, on va sanctionner un pays pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Voilà, c'est super. Donc voilà la situation, situation à surveiller et dans le Haut-Karabakh avec un risque de dérapage, entre autres à cause de l'implication de la Turquie dans cette affaire, mais aussi des combats qui se mènent près de la frontière avec l'Iran, avec le risque qu'il y ait des obus qui tombent côté iranien. Et comme bon, on a eu ici dans le Donbass en 2014 avec des obus qui étaient passés côté russe, parce qu'ils étaient tirés trop près de la frontière. Donc vraiment situation à surveiller autour de ce conflit-là, autour du Donbass aussi, puisque je rappelle qu'à la fin de ce mois-ci vont avoir lieu les élections locales en Ukraine. Or, je pense clairement que le pseudo-respect du cessez-le-feu par l'armée ukrainienne ne tient que pour des raisons électorales, donc je pense qu'une fois que les élections locales seront passées, on va repartir comme en 14. Donc je pense que ça va continuer à se dégrader de nouveau. Clairement, les républiques populaires se tiennent prêtes à une potentielle escalade de la situation après les élections locales en Ukraine. Donc il va vraiment falloir surveiller la situation de très très près. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain rapport de situation, et d'ici là, portez-vous bien.